Bonjour à toutes et à tous, Radio Action Jeune se délocalise, nous sommes en direct de l'espace Tiburce de la MJC de Bolbec pour une émission spéciale consacrée au dispositif Marée chez vous porté par la MJC justement. Au programme de cette émission spéciale, vous retrouverez dans un instant le journal des jeunes présenté par Tom. A tout à l'heure Tom. Et pour parler du programme Marée chez vous, nous avons 3 invités d'exception, bonjour à tous les 3. Stéphane Mandeville, accompagnateur socio-professionnel. Elisa Pommel, également accompagnatrice socio-professionnelle, et l'inimitable Anissa Belaïd, directrice de la MJC. Bonjour à tous les 3, donc on va évoquer avec vous ce dispositif dans un instant. Juste avant, comme promis, donc le journal des jeunes, présenté par Tom. Bonjour Tom, quels sont les titres de cette 20e édition ? Bonjour Enzo, bonjour à tous. À la une de ce mercredi 29 mai, les casiers apportables, cette nouvelle réforme évoquée par Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation. Est-ce vraiment une bonne chose ? On en reparlera dans un instant. L'uniforme à l'école sera-t-il réellement mis en place ? Il ne semble pas faire l'unanimité. Explication à suivre. On parle de foot dans ce journal et on reviendra sur la victoire du PSG en Coupe de France. Malgré les débordements, l'occasion de revenir sur les adieux de Kylian Mbappé, c'est notre infosport. Enfin, l'interview des jeunes, la suite de notre série d'interviews consacrées aux européennes. Le scrutin aura lieu le 9 juin prochain. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Et on commence donc par cette mesure visant l'instauration des casiers pour smartphones dans les collèges. Cette expérimentation souhaitée par Nicole Belloubet le 9 juin dernier, la ministre de l'Éducation en divise plus d'un. Elle souhaite une mesure stricte contre ce phénomène des smartphones à l'école. Pour l'heure, aucune nouvelle annonce n'a été faite. En attendant, il est inscrit dans la plupart des règlements intérieurs qu'il est interdit de les utiliser. C'est affaire à suivre. Toujours à propos d'éducation, on reparle du retour de l'uniforme après les mots de la ministre de l'Éducation. L'objectif est d'avoir une meilleure tenue scolaire et un meilleur climat entre les élèves. Cela éviterait les tenues inappropriées qu'enfreindrait le règlement intérieur de chaque établissement. En attendant, l'uniforme ne fait l'unanimité au collège de Roncherolles. À Bolbec, le principal avait consulté la communauté éducative, parents, élèves et professeurs. Le résultat a été non. En bref, également dans 58 jours débutera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Par ailleurs, 610 000 spectateurs ont pu déjà assister au passage de la flamme olympique dans leur village. Pour les Bolbecais, ils devront patienter jusqu'au 5 juillet. Et on vient à présent à ces débordements samedi soir au vu du match PSG-OL. 38 blessés, 10 interpellations ont lieu pour des violences aggravées. Résultat du match 1 pour le PSG, résultat du match 2-1 pour le PSG, qui remporte donc cette Coupe de France. Une belle fin pour l'attaquant français Kylian Mbappé qui quitte son club ainsi que la France. La piste la plus privilégiée à l'heure d'aujourd'hui est le Real Madrid, mais parce qu'il y en a, mais l'histoire ne se termine pas forcément bien avec le PSG car les avocats ont pris le relais sur le sujet de conflits des salaires et des primes non versées aux joueurs. Place à l'interview des jeunes à présent. Pour nous, Benoît a rencontré Pierre Manguy, président de la Maison de l'Europe de la Seine-Maritime. C'est la suite de notre série d'interviews sur les élections européennes qui se dérouleront le 19 juin prochain au programme aujourd'hui économie, emploi et formation. Bonjour et bienvenue à la Maison des compétences de Lillebonne pour l'après-midi débat L'Europe et moi, organisé par le CODEV et la ML de Lillebonne. Est-ce que vous aviez réalisé que des élections approchaient, les élections européennes pour être précis? Le 9 juin, les électeurs de l'Union seront appelés à choisir les députés qui les représenteront au Parlement européen. Et ce ne sera pas un choix anodin, car de nombreuses réglementations dépendent aujourd'hui de l'Europe. Chaque semaine jusqu'au scrutin, Radio Action Jeune et le Journal des Jeunes vous proposent de découvrir une thématique qui va vous impacter directement. Deuxième épisode aujourd'hui avec l'économie, l'emploi et la formation. Pour explorer cette thématique, nous recevons Pierre Manguy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Maison d'Europe de la Seine-Maritime, comme vous me le disiez hors antenne, on dit bien la Seine-Maritime, et membre également du Team Europe, c'est-à-dire que ce sont des conférenciers officiellement désignés par la Commission européenne pour parler de l'Europe. Donc aujourd'hui, on va parler avec vous économie, emploi et formation. Est-ce que c'est difficile actuellement de donner une direction européenne commune à l'emploi dans cette période où on sent peut-être un peu de repli économique, voire un peu d'autarcie? Alors pour répondre à cette question, je dirais que je vais vous faire une réponse de Normand, c'est-à-dire oui. C'est à propos. Et non. En fait, cela fait partie de compétences partagées, voire plutôt de compétences d'appui de la part de l'Union européenne. C'est-à-dire que les décisions importantes en matière d'emploi sont toujours du ressort des États, voire des régions dans certains pays. Par contre, la Commission européenne, l'Union européenne
d'une façon générale, joue un rôle très important puisqu'elle octroie des financements pour atteindre des objectifs. Des objectifs, bien sûr, d'emploi, de plein emploi, et évidemment, tient compte dans les aides qu'elle apporte, des disparités territoriales, des disparités nationales, mais ça reste plutôt, je dirais, une compétence d'appui plus qu'une compétence de décision. Parce qu'effectivement, dans certains domaines, on pourrait avoir l'impression que l'Europe a un rôle un peu consultatif. Par exemple, la directive sur les salaires minimums, ce n'est pas de la contrainte, c'est finalement les États font ce qu'ils veulent. Oui, tout à fait. En fait, dans l'Union européenne, si vous me permettez, il y a 3 niveaux décisionnels. Il y a l'Europe elle-même au travers de ce qu'on appelle les compétences exclusives, comme par exemple les droits de douane. Là, c'est clair, c'est net, c'est au niveau de l'Union européenne que tout se décide. Il y a des compétences partagées, c'est-à-dire qu'il y a une partie des décisions qui sont du ressort de l'Union européenne, et l'autre partie des États. Et en général, ça repose sur un principe qu'on a pendant longtemps appelé le principe de subsidiarité et qui fait que reste au niveau des États ce que l'Europe estime ne pas pouvoir faire à son niveau. Ça concerne l'emploi alors du coup? Alors l'emploi serait même, je dirais, plutôt dans la 3e compétence, ce sont des compétences d'appui. C'est-à-dire que les décisions entières restent aux États, mais l'Europe peut apporter des financements, peut apporter des programmes d'appui. Voyez, les financements, il suffit de penser par exemple au FSE, le Fonds social européen, qui est une aide qu'apporte l'Union européenne, mais qui est distribuée aux États, par exemple en France, aux régions, qui, elle, après, applique évidemment l'emploi, utilise ces fonds pour, j'allais dire, des domaines qui lui sont propres. Est-ce que, paradoxalement, l'effet pervers pour l'Europe, c'est que finalement, elle va se dire, les citoyens vont voir que ils vont recevoir, par exemple, des sous d'une association, d'une région, comme vous le disiez, finalement, l'Europe, alors, ils auront l'impression qu'elle n'aura pas eu grand rôle et donc elle n'aura pas forcément la reconnaissance qu'elle mérite à ce niveau. C'est un peu le danger, il faut le reconnaître. Alors évidemment, même pendant un moment, il y a une dizaine d'années, on ne précisait pas toujours l'origine des fonds. Aujourd'hui, oui, c'est obligatoire. C'est-à-dire que quelque chose qui est financé, une action qui est financée par l'Union européenne, automatiquement il doit être porté à la connaissance de ceux qui en ont l'usage, de voir à la fois le logo de l'Europe, mais aussi de recevoir une information sur l'origine et comment est financé le projet. Est-ce que ce ne serait pas plus pertinent pour l'Europe de décider finalement d'avoir un rôle plus législatif sur les directions à donner à l'emploi plutôt que laisser les États faire? Parce qu'on sait en plus que le droit du travail peut être très différent d'un pays à l'autre. Alors, nous sommes dans un système tel que ce sont les États qui disent ce que l'Europe doit faire. Et ils ne sont pas prêts à lâcher là-dessus, sur cette thématique? Non, mais il y a des progrès qui sont faits. C'est une question c'est long de bâtir une union parce que le problème de l'Europe, et je dirais dans ce problème de certains États européens, c'est bien sûr de construire une union. Sauf que construire une union, ça prend du temps. Il suffit de regarder toutes les unions qui existent. Les États-Unis, on est à plus de 200, à peu près de 250 ans, donc c'est très très long parce que en fait, on s'aperçoit qu'une décision entraîne très souvent obligatoirement d'autres décisions. Ou alors, certaines décisions démontrent qu'au contraire, il y a des parties de cette décision qui pourraient être prises uniquement à l'échelon local. Donc tout ça est long, c'est long. Et aujourd'hui, on sait très bien que nous vivons dans l'accélération du temps. Dernière question que j'avais à vous poser sur l'économie, l'emploi et la formation. À votre avis, quels sont les futurs défis de l'Europe et de la future Commission européenne qui va sortir dans le deuxième semestre 2024? Alors les futurs défis, bien sûr, c'est la modification non pas des acteurs, mais des actions économiques, compte tenu un peu du conflit qui se passe aux frontières de l'Union. Le vrai défi, ça va être va-t-on faire plus d'union dans le domaine militaire pour défendre l'Europe? Quel sera l'impact des résultats des élections américaines? Donc, on va rentrer dans une zone forte de turbulence qui va être... et quelle majorité au Parlement européen? Parce que ça, on l'oublie. C'est important d'aller voter parce que si c'est telle majorité, il y aura un peu plus d'Europe. Si c'est telle majorité, il y aura un peu moins d'Europe. Et donc, c'est fondamental dans le contexte international que l'on vit, avec toutes les difficultés que l'on sait. C'est la fin de cette édition, merci de m'avoir suivi. Tout de suite, Enzo reprend la main avec le débat sur les vendanges, sur le dispositif Maraîchez-vous. Merci et bonne journée à tous. Voilà pour le journal, merci beaucoup Tom. On est donc en direct de l'espace Kiburs pour évoquer cette initiative dont la MJC de Bolbec est à l'origine. Juste avant de vous donner la parole, quelques chiffres. Le projet Maraîchez-vous, c'est 120 jeunes accompagnés par 88 salariés répartis à travers différentes villes comme Montivier, Rouen, Bernay ou encore Val-de-Reuil.
Plusieurs projets sont menés en amont avec les jeunes qui veulent y participer. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Anissa, d'abord, présente-nous le projet Marais chez vous. Comment ça se passe concrètement? C'est quoi le calendrier et depuis combien de temps cela existe? Alors, Marais chez vous, je vais plutôt laisser parler un peu plus Elisa sur cela parce que du coup, moi, j'arrive seulement et il y a plusieurs données que je n'ai pas, donc je préférais laisser Elisa s'exprimer. Donc le projet Marais chez vous, c'est un projet d'accompagnement socio-professionnel pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et en fait, on a tout un premier temps de mobilisation avec des réunions d'information, des entretiens individuels. Ensuite, on va avoir une phase après plutôt d'accompagnement avec des ateliers et toujours des entretiens individuels aussi pour la suite de l'accompagnement. On va avoir des périodes de stage et après, à la fin, il y a les vendanges fin août, début septembre. Et quels en sont les financeurs? Alors, chez les financeurs, nous avons l'ARS, le PST, donc c'est Projet social de territoire, le département 76, Cosenaglo, la CAF, la ville de Bolbec, le FSE, donc le Fonds social européen, et la région. C'est un projet de territoire donc avec plusieurs partenaires. On peut les citer, Stéphane? Sur le territoire, du coup, on a les MJC, les MPT, donc Maisons pour tous, les centres sociaux, les points d'information jeunesse, les services jeunesse des villes, les missions locales, France Travail, CEFAP, Maison des compétences, les CCAS, la prévention spécialisée, les CMS, les maraîchers et les viticulteurs. Après, oui, il faut préciser qu'on est 5 coporteurs du coup, de ce projet. Donc, on a les MJC de Bolbec, Rouen, Rive-Gauche et Bernay, le centre social à Misque et la ville de Val-de-Reuil. Vous en êtes où, Elisa? À quelle étape le recrutement des jeunes, le départ dans les exploitations? Là, pour l'instant, alors sur certaines structures, on a déjà fait des réunions d'information, on a commencé des entretiens individuels. Sur d'autres structures, là, ils sont en train de faire les réunions d'information. Mais là, on est vraiment sur la mobilisation et le recrutement. Combien de jeunes y participent? Là, pour l'instant, il y a une quarantaine d'inscrits. Quel est le profil typique des personnes qui participent à ce projet? Comme je le disais tout à l'heure, c'est des personnes âgées de 16 à 25 ans en recherche d'emploi, en priorité, et qui sont inscrits mission locale ou Pôle emploi. Pour quelles raisons les jeunes s'investissent dans le projet? Plusieurs raisons. Il y en a, c'est vraiment pour découvrir les jobs saisonniers, avoir cette première expérience aux vendanges. Il y en a, c'est leur premier contrat de travail, donc avoir un plus sur le CV. Beaucoup aussi pour la découverte, vivre en collectif aussi. C'est vraiment un projet social aussi. Et beaucoup pour financer leurs projets, passer le permis, etc. Donc avec la rémunération des vendanges, ça leur permet de financer des projets. Il y a aussi, au point de vue mobilité, il y a aussi la découverte d'autres régions qui les intéressent énormément. Pour beaucoup de jeunes qu'on accompagne, ils n'ont pas beaucoup bougé de leur région et c'est une vraie opportunité. En fait, au-delà du côté professionnel, comme disait Lisa, il y a un vrai projet social où on leur apprend à vivre ensemble, on leur apprend le quotidien, gérer comment lire une fiche de paye. En fait, quelque part, c'est un premier pas vers l'emploi, mais ça permet aussi d'avoir une intégration sociale avec leurs pairs. C'est un accompagnement. Tout à fait. Anissa, justement, comment on recrute ces jeunes? Quels sont les critères de sélection? Est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent encore candidater? Oui, on peut encore candidater. Et comme disait Elisa, c'est vraiment ça concerne surtout des jeunes de 16 à 25 ans. Et il y a les vrais critères, c'est qu'ils sont en recherche d'emploi, qu'ils soient inscrits à mission locale. Et pour beaucoup, c'est s'ils veulent vivre une première expérience professionnelle. Mais il est toujours temps de candidater, effectivement. Quel est votre rôle en tant qu'accompagnateur, Stéphane? Alors, c'est d'accompagner les jeunes, du coup, dans un parcours d'insertion socio-professionnelle. Comme l'a indiqué, du coup, Elisa, c'est des jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans, qui n'ont pas forcément une première expérience professionnelle. Donc, l'idée, c'est de la découverte. À la fois, donc, on disait, pour les vendanges, mais également aussi dans le secteur du maraîchage, plus globalement. J'en parlais donc dans la présentation du dispositif. Plusieurs actions sont menées en amont avant le grand départ. Quel projet peut-on retrouver? Sur les ateliers, on va avoir 2 volets. Un volet sur le professionnel, donc la découverte du maraîchage, des vendanges. Là, on va avoir un séminaire sur Tours le 12, 13 et 14 juin où on va être accueilli par le lycée agricole d'Amboise pour faire du coup la découverte des formations possibles et découvrir les vendanges. Et après, on va avoir des ateliers axés plutôt santé, sur tout ce qui est prévention au soleil, le renforcement musculaire, les addictions, la sexualité, etc. Où sont hébergés les jeunes qui participent à ce projet?
On a plusieurs types d'hébergements. On a l'hébergement, on a un gîte à Sens, grâce à la mairie de Sens, où là, ça va être surtout sur Mâcon. Après, il y a des participants qui vivent chez le viticulteur et d'autres au lycée, à l'internat du lycée d'Amboise. Stéphane, c'est l'occasion pour ces jeunes de s'initier et de faire face à des métiers auxquels ils n'auront pas pensé. C'est quoi leur réaction quand ils sont dans le dur, dans les champs, sécateurs à la main ? Parfois c'est difficile parce que les vendanges ça reste quand même physique et donc du coup il y a des jeunes qui se rendent pas forcément compte en amont pendant l'accompagnement que ça va être difficile et que ça va être très physique, mais en règle générale ils vont jusqu'au bout, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout de la période qu'on leur a proposée. Et s'ils vont pas jusqu'au bout ? S'ils vont pas jusqu'au bout, ils sont toujours après accompagnés, même après les vendanges, pour qu'ils se réinsèrent professionnellement. Après, c'est vrai, je rejoins Stéphane sur le fait qu'en général, ils vont jusqu'au bout parce que le fait de vivre en collectif, moi, bon là pour le coup, je vais parler surtout de Sens, il y a une vraie cohésion dans le groupe et une vraie solidarité. Et très souvent, en fait, les uns et les autres, ils s'entraident pour encourager, pour booster. Et c'est vrai qu'on est souvent étonnés parce qu'il y a des jeunes avec qui on part où on se dit « Oula, c'est un peu fragile, est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout ?» Et paradoxalement, c'est souvent les jeunes auxquels on ne s'attend pas qui vont jusqu'au bout. Mais c'est très très rare quand même qu'ils abandonnent parce qu'il y a une vraie solidarité dans le groupe. Quelle est la journée type d'un jeune ? Levé à 5h30 déjà. C'est ce qui leur change. Ils sont levés à 5h30. En fait, on prend le petit déjeuner tous ensemble. Après, les accompagnateurs justement socio-professionnels les emmènent jusqu'au lieu de travail, donc jusqu'à chez le viticulteur à l'exploitation. Ils passent la journée là-bas. Ils mangent avec... c'est le viticulteur qui apporte la nourriture. Et le soir, on les récupère. L'avantage qu'il y a aussi dans ce dispositif, c'est qu'à côté de ça, on fait tout ce qui est découverte socioculturelle. Donc on a des sorties, que ce soit au lac, on fait des activités sportives, on fait des découvertes aussi sur les lieux à découvrir sur place. Donc c'est vrai que c'est pas que du professionnel, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez tous les trois des souvenirs marquants ? Moi j'en ai un. Il y a un jeune à qui on avait conseillé de se mettre de la crème solaire, qui a refusé. Et qui a travaillé toute la journée avec son sac à dos sur le dos. Et quand il est revenu le soir, il était quadrillé, il était tout rouge. Et c'est vrai que les démarcations étaient assez étonnantes, parce que du coup, il y avait des bretelles du sac. Mais c'était très impressionnant, en fait, la couleur bien rouge de ce jeune. Elisa ? C'est vrai qu'il y a plein d'expériences positives ou négatives. C'est vrai que là, une qui me vient en tête, je sais pas. Il y en a plein. Ouais, mais du coup, je sais pas laquelle... Non, pareil, c'est un ensemble en fait, parce que les jeunes, on a plein de souvenirs avec eux, on n'a pas forcément qu'un seul souvenir marquant, on a plein, et c'est vrai que maintenant que ça fait quasiment un an maintenant que ça s'est passé les vendanges, on a plein de souvenirs en tête, mais c'est un peu diffus. Ouais, la proximité des jeunes aussi, de certains jeunes qui à la fin repartent en couple, par exemple. Ouais. Voilà, c'est vraiment de l'histoire humaine en fait. On est vraiment avec de l'humain et travaille avec l'humain. Et les vraies anecdotes, en fait, c'est qu'on ressort encore plus grandi et qu'on se rend compte qu'il y a des vrais liens qui se créent après ça. Justement, en parlant de la sortie, quels sont les retours des jeunes après cette expérience ? Pour ma part, moi, c'était beaucoup de positifs qui en sont ressortis des jeunes. J'ai encore recroisé un participant il n'y a même pas une semaine qui, en fait, à la suite des vendanges, est parti faire les jobs d'hiver avec la mission locale et qui est revenu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on sent qu'il est vraiment ressorti grandi. Et même lui, il se dit que les vendanges, c'était un tremplin pour lui. Ça l'a fait grandir et ça lui a permis aussi de partir loin de sa famille pendant là plus longtemps pour les jobs d'hiver. Et que là, il va repartir bientôt encore refaire les jobs saisonniers. Donc, on est très content pour lui. Moi, je voulais préciser aussi qu'après les vendanges, il y a encore un accompagnement et des évaluations qui sont faites pour pouvoir mettre en place des préconisations et des orientations vers des partenaires qui pourraient répondre à leurs besoins, par exemple, d'un point de vue professionnel, santé. Et quand on est sur place, on est aussi, de par notre évaluation, on détecte, par exemple, des compétences ou des failles. Et c'est vrai que suite à ça, nous, on peut orienter vers des partenaires qui peuvent répondre à tout ça. Est-ce que vous gardez contact après les jeunes, après qu'ils soient partis ? Vas-y. Oui, on essaye au maximum. Après, il y en a qui prennent leur envol et tant mieux pour eux. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a qu'on a encore contact, qui viennent encore régulièrement à la MJC. Est-ce que ces parcours ont permis à des jeunes d'opérer une réinsertion ?
Moi, j'ai un exemple du coup sur un jeune que je connaissais personnellement qui est allé aux vendanges et c'était très inquiétant pour la maman parce que c'est un jeune qui était introverti, très timide, qui sortait jamais de chez lui. Et du coup, suite aux vendanges, il a eu une vraie réinsertion professionnelle parce que du coup, il travaille, il fait des boîtes intérim pour jamais être au chômage. Et surtout, maintenant, il sort et il a une vraie inclusion sociale avec des copains. Il sort, il va... Alors que ça, il le faisait jamais avant. Donc, je pense vraiment que cette réinsertion, elle est professionnelle, mais elle est aussi sociale. Quels sont les avantages de faire justement de participer à ce dispositif Pour les jeunes ou pour nous? pour les jeunes? Pour les jeunes, comme disait Elisa, c'est d'en sortir grandi, c'est d'avoir une première expérience professionnelle, première expérience en dehors de la famille, de se retrouver en collectivité, voir si pour eux c'est possible de vivre avec les autres. Et comme on fait un vrai accompagnement éducatif sur place, on leur apporte aussi des compétences à la vie sociale et des compétences sur le vivre ensemble et sur la société en fait. On leur apprend beaucoup de choses. Donc pour moi, le vrai avantage, c'est de grandir. Merci à tous les trois pour cet échange Merci passionnant sur le projet Marais chez vous. Merci Tom pour le journal et merci à la technique Benoît, Sabrina, Orlan, Elvis et Dylan. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur l'antenne de Radio Action Jeune. Très belle journée.